Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors on va commencer par vous laisser écouter le ministre de la Santé, M. Braun. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture, il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle apporte pas une dégradation des soins comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Donc effectivement, à Nantes, il y a une expérience par le service d'accès aux soins qui est déjà ancienne, qui fonctionne bien, donc cette régulation qui s'est développée. Ils ont une augmentation du nombre d'appels, comme tous les SAMU en France d'ailleurs, d'à peu près 20% depuis le début d'année, qu'ils arrivent à traiter très bien en collaboration avec la médecine générale. Vous avez aussi la chance dans Nantes d'avoir un dialogue qui s'est instauré entre l'hôpital et la médecine libérale et les professionnels de santé libéraux. Alors j'espère que vous avez bien écouté ces propos. Premièrement, il dit que non, c'est faux. Que les gens qui prétendent qu'il y a des services d'urgence qui sont fermés, c'est faux. Il n'y a pas de services d'urgence qui sont fermés. Sauf que M. Braun joue de sémantique, c'est-à-dire que les gens qui disent qu'il y a des services d'urgence qui sont fermés, c'est qu'ils parlent de services d'urgence qui sont fermés dans les jours de la semaine, et non pas des fermetures définitives. Mais M. Braun est en train tout simplement de ridiculiser les gens qui prétendent qu'il y a des services d'urgence qui sont fermés, en leur faisant dire qu'ils sont fermés définitivement. Sauf que M. Braun apparemment n'est pas au courant qu'il y a aujourd'hui en France des services d'urgence qui, dans la semaine, sont fermés. Apparemment, peut-être que certains de ses assistants ou collaborateurs ont peut-être oublié de lui prévenir. Mais au-delà de cela, rendez-vous compte que ce ministre est en train de vous expliquer que si l'on ferme des services d'urgence selon un calendrier, en réalité, il vous demande de mourir. Que si vous avez un problème sérieux, un problème de santé qui vous oblige à aller dans un service d'urgence, celui que vous avez à 10 minutes de chez vous, eh bien, il est fermé. Il est fermé parce que certainement des cabinets de conseil ont conseillé le ministère de la Santé d'organiser une sorte de calendrier pour fermer de temps en temps les services d'urgence et permettre de mieux gérer les budgets. Donc désormais, il ne faudra pas que vous ayez un problème de santé le jour où votre service d'urgence à proximité ferme, parce qu'il va falloir que vous alliez à un autre service d'urgence beaucoup plus loin, si tant est d'ailleurs que vous ne puissiez pas avoir le bénéfice de l'hélicoptère de la sécurité civile, et donc d'augmenter les chances que vous puissiez mourir sur le trajet. Et donc ce monsieur, qui est ministre de la Santé, vous explique que finalement si vous prenez le risque de mourir sur un trajet beaucoup plus long parce que ils ont décidé pour des questions budgétaires, des questions d'économie, de fermer le service d'urgence de proximité, eh bien ce sera une mort qui contribuera au meilleur équilibre des budgets du ministère de la Santé. Mais en réalité, nous sommes bien d'accord sur le fait que ça fait partie du plan de destruction du système de santé français. Détruire sa qualité, détruire sa prestation, détruire sa disponibilité, détruire sa qualité pour qu'ensuite, un jour, on vienne à demander aux Français de dire, ben voilà, comprenez, même avec toutes les politiques budgétaires que nous avons adoptées, malgré toutes les souffrances, malgré tous les morts, que nous aurions pu éviter si nous avions laissé nos services d'urgence opérationnels sur l'ensemble du territoire, eh bien, malheureusement, nous allons être obligés d'ouvrir le marché au privé. Et vous allez vous retrouver, eh bien, à avoir le choix, soit de continuer à bénéficier des services publics, mais qui seront de moins bonne qualité, ou sinon d'accepter de changer de régime de sécurité sociale, de service de santé pour un organisme privé, qui lui en revanche par contre vous offrira des hôpitaux de qualité
de bonne prestance, peut-être pas forcément de proximité, qui sait, peut-être avec des accords avec le service public. Donc vous voyez, quand il y a plusieurs années on disait que, et c'était écrit d'ailleurs sur les fameuses recommandations de Bruxelles, qu'il fallait libéraliser les monopoles d'État. Eh bien, je suis désolé de vous dire que la santé, sacralisée à l'échelle de la République, fait partie de ces organismes qui sont considérés comme des monopoles d'État. Eh bien voilà, encore une preuve de plus que nous sommes dans cette continuité de la déliquescence du système de santé français. Ensuite, je vais parler de cette petite querelle, l'antisémitisme. Ça y est, on a trouvé un bel outil pour faire de la polémique, pour faire des scandales, pour faire des querelles. Alors qu'il y a quand même un nombre de sujets non négligeables à traiter à l'échelle nationale, surtout en ce moment. Eh bien non, on s'invective à l'Assemblée nationale dans cette continuité de brouhaha, de désordre organisé, en s'accusant mutuellement d'antisémitisme. Le fait est, c'est que de toute façon, nous le savons. L'extrême gauche et la gauche traditionnelle, aujourd'hui, ont bénéficié de cette stratégie de faire monter l'extrême droite pour obliger les gens à voter pour Macron. Le seul problème, c'est que un certain nombre de gens qui ne voulaient pas voter Macron et qui ne voulaient pas non plus voter extrême droite ont voté pour essentiellement le parti de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, la France Insoumise. C'est un fait. Mais le fait est, c'est que la représentation des Insoumis, qui s'enorgueillit d'avoir une majorité d'opposition par leur association NUPES, force est de constater qu'ils jouent un jeu dangereux qui consiste tout simplement à essayer d'entraver le processus démocratique. Alors oui, le débat fait partie du processus démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Les débats suivant les partis politiques en jeu, suivant les idéologies en jeu, selon ce que l'on considère défendre les intérêts des Français. Sauf que le problème, c'est que force est de constater que de plus en plus on défend des intérêts idéologiques, politiques, partisans, que la réalité des problèmes des Français. Nous avons Caron qui va faire une proposition de loi pour interdire les corridas. Alors oui, en effet, qu'on soit d'accord, pas d'accord, le fait sur le principe traditionnel des corridas, surtout si on défend la cause animale, mais c'est une tradition. En faisant ça, évidemment, est-ce que c'est une priorité au vu des contextes et des situations politiques et sociales de la France? Et de deux, je pense qu'à mon avis, il se grille définitivement de pouvoir passer des vacances dans le sud de la France, parce que, évidemment, on touche un pan local, traditionnel et culturel. C'est comme si demain la France décidait d'interdire le sacrifice rituel de l'Aïd, de la chèvre ou de je ne sais plus du mouton. Là évidemment on va se ramasser toute une flopée de critiques et d'insultes de la part des communautés musulmanes, parce que c'est traditionnel. Même si à la rigueur, en effet, là on pourrait plus consister à dire que c'est une pratique qui n'est pas traditionnelle, qui n'est pas culturelle à la France, mais admettons sur le principe du respect des différences et de la diversité culturelle. Nous avons Marine Le Pen. Marine Le Pen qui vient de dire qu'il fallait cesser les sanctions contre la Russie parce qu'elles ne servent à rien. Évidemment, tout le monde se moque d'elle, tout le monde la critique. Tout le monde dit oui, mais les sanctions, même si économiquement elles ne semblent ne pas fonctionner, c'est en fait moral. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer aux Français qui cet hiver risquent d'avoir une facture de gaz ou d'électricité qui va grimper, que c'est parce qu'il faut faire des sanctions morales.
Je ne sais pas où ça va, mais je pense qu'à mon avis, en effet, peut-être certains d'entre vous appréhendent l'arrivée de la rentrée. Personnellement, je vous dirais que tous les ans, on entend le même argument. Ça va péter à la rentrée. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a suffisamment de Français qui en ont encore suffisamment pris plein la gueule pour aller foutre le bordel à la rentrée. Ou alors, en effet, peut-être qu'on est arrivé à un stade où enfin, les Français, de façon globale, de façon majoritaire, sont prêts à bouger, sont prêts à contester, sont prêts à aller à l'affrontement politique, idéologique, contre le gouvernement et contre cette clique de politiciens qui, depuis maintenant de nombreuses années, se foutent royalement de votre gueule. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que malheureusement, force est de constater que la société française est en effet constituée d'une certaine diversité de comportements et d'attitudes, mais dont majoritairement on se concentre essentiellement sur le confort. Quand je dis confort, c'est confort consumériste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, si demain vous les menacez de leur couper leur Internet, de couper le téléphone, de couper l'accès au divertissement, au loisir, au plaisir, eh bien, force est de constater que tous ces gens-là vont rentrer dans le rang. Alors en effet, peut-être qu'ils gueuleront, qu'ils contesteront, qu'ils manifesteront leur mécontentement de la situation. Mais vous savez, je sais par expérience que quand il y a des situations qui légitiment, qui valident, qui confirment qu'il est temps de bouger, qu'il est temps de manifester, qu'il est temps de contester, qu'il est temps de montrer qu'on n'est pas d'accord, eh bien le jour où vous organisez quelque chose dans ce cadre-là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que sur le panel de gens concernés, vous en avez les 2/3, alors les 2/3 qui sont tout à fait d'accord, mais qui ne veulent pas être acteurs. C'est là qu'on entend très souvent des « Ah ben moi je veux bien faire grève si tu fais grève, mais si tu fais pas grève, t'as beau leur expliquer, tu dis mais c'est pas le fait de savoir si l'autre ou Pierre, Paul, Jacques fait grève. C'est ton opinion, c'est ta décision personnelle. N'attends pas que ce soit ton copain ou l'autre. Non, c'est pas ça le principe. Et donc du coup, évidemment, la grève qui avait été organisée, eh bien finalement elle n'a jamais eu lieu parce que en réalité tout le monde était tellement ancré dans un esprit individualiste et non pas collectif que finalement eh bien, le mouvement de grève n'a pas été tenu, n'a pas été soutenu, n'a pas eu lieu finalement, tout simplement parce que voilà. Parce que chacun avait son petit intérêt, son petit avantage qu'il ne voulait pas perdre vis-à-vis de la direction. Alors en effet, chacun gueulait dans son coin, ou chacun gueulait en discussion, en débat, etc. Mais quand il s'agissait d'agir, et bien là tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, pourquoi ? Parce que la grande majorité des gens dans cette équipe, eh bien en fait, ne voulaient pas être acteurs, mais par contre voulaient bien tirer profit de l'action des autres. C'est ce qu'on appelle vulgairement des opportunistes. Et c'est malheureusement ça le problème en France. C'est qu'en France, vous avez beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous sur le principe que ça ne fonctionne pas, que c'est le bordel, qu'on se fout de notre gueule, qu'il faut changer les choses. Ok, alors allons-y. Ah oui, mais tu comprends, je peux pas, j'ai piscine, je peux pas parce que tu comprends, j'ai une famille, j'ai des crédits à payer. Et oui. En revanche, le jour où vous avez des Français qui font la révolution, qui font renverser un régime et qui commencent à vouloir développer une politique un peu plus sociale, etc. Alors là, par contre, là, pas de problème. Là, tout le monde veut participer. Ben oui, parce que là, il n'y a plus de risque. Malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire, qu'il y a peut-être encore des Français qui, eux, sont prêts à s'investir, qui sont prêts même à des sacrifices, pour aller de l'avant, pour lutter, pour combattre. Ça a été le cas des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes,
ça a été la peur du pouvoir. Ça a été la peur de ce cercle. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'au sein des Gilets jaunes, eh bien, il y avait des gens qui n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner. C'est pour cette raison qu'il y a eu une volonté d'essayer d'entraver ce processus, d'entraver cette évolution, qu'il y a eu des décisions très claires, très nettes, pour faire peur, pour terroriser, par une répression violente, brutale, pour inciter, dissuader les gens d'aller dans les manifestations. C'est-à-dire laisser sous-entendre que, attention, si vous allez manifester, il y a des chances que vous perdiez un œil, que vous soyez extropié, blessé. Parce que, on vous le dit, votre manifestation est interdite. Donc si à partir du moment où votre manifestation est interdite, vous n'avez pas le droit de manifester, c'est interdit. Ne venez pas avec un drapeau français, parce que le drapeau français, c'est interdit. Ne venez pas avec des signes ostentatoires, oubliant votre appartenance à des mouvements, des associations de lutte, de contestation, de manifestation, parce que vous êtes considéré comme étant militant de l'insurrection contre la République. Si vous avez compris ça, eh bien tant mieux pour vous, parce que vous saurez être prêt à ce qui va arriver dans les mois ou dans les années à venir. En revanche, si vous n'y êtes pas préparé, surtout si vous habitez dans les grandes villes, eh bien j'ai envie de vous dire, informez-vous et cultivez-vous. Parce que ça vous évitera d'avoir de très désagréables surprises. Et commencez déjà par observer, regarder ce qui se passe au sein même de l'institution, sans doute la plus importante même de la démocratie et de la République, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale. Regardez ce qui s'y passe. Regardez et écoutez ce qui s'y dit. Et je pense que vous serez, avec un tant soit peu de compétences, de connaissances, d'intelligence et de libre arbitre, vous prendrez très rapidement conscience que cette représentation nationale ne représente qu'elle-même, mais elle ne vous représente plus du tout. Et enfin, je vais finir cette petite vidéo pour revenir sur l'affaire Pelosi. Vous savez, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que Pelosi apparemment n'était pas prévu d'aller à Taïwan, puis finalement au dernier moment on a annoncé qu'elle y allait, et puis finalement elle y est allée, elle y est actuellement, son avion s'est bien posé à Taïwan. Alors évidemment, actuellement, on attend de voir qu'est-ce que la Chine va faire, comment la Chine va réagir, elle qui a été très véhémente sur le fait de voir Pelosi venir à Taïwan. Eh bien, ça ne s'est pas fait attendre. On a à peu près, je ne sais plus, quelques dizaines d'avions qui ont survolé une zone près de Taïwan. Et la Chine vient d'annoncer l'arrêt des fournitures et de livraison de blé à Taïwan. Là, on est en train de voir, d'assister, d'être les témoins, d'être les spectateurs d'un nouvel épisode d'épreuve de force entre les États-Unis et la Chine. Alors à l'heure actuelle, en effet, là c'est les États-Unis qui ont un coup d'avance, puisqu'ils ont outrepassé les avertissements du gouvernement chinois. Sauf que le gouvernement chinois, comme je vous l'ai dit, petite démonstration de force avec quelques survols par des avions militaires chinois et une annonce fracassante de la rupture d'alimentation, de la rupture d'envoi de blé ou de céréales, je ne sais plus exactement, à Taïwan. Il y a des chances que la tension dans ce coin du monde arrive à un paroxysme bien plus important que l'Ukraine. L'Ukraine, on a encore une fois de plus une affaire de prison bombardée. Alors c'est une prison avec des Ukrainiens gardés par des Russes qui a été bombardée par des Russes. Mais que certains vous disent que c'est des missiles américains qui en réalité, donc ça a été tiré non pas par les Russes mais par les Ukrainiens. Et qu'en réalité, peut-être que les Ukrainiens ont tiré en accusant la Russie d'avoir tiré, parce qu'en réalité ils se sont rendus compte que les Ukrainiens commençaient à fournir des témoignages à charge contre le régime de Kiev, au bénéfice évidemment de la Russie.
et la Russie, a invité l'ONU à envoyer des experts afin d'observer, de regarder, d'enquêter sur place pour faire preuve de leur bonne foi. L'ONU a refusé. Fin de la parenthèse. Donc, tension actuellement dans l'océan, je ne sais plus quel océan c'est l'océan de Chine, je ne sais plus, enfin, Pacifique d'une manière générale. Grosse tension parce qu'il y a quand même du beau monde dans les alentours. Vous avez quand même plusieurs gros éléments de la flotte pacifique américaine qui croisent non loin de Taïwan. Nous avons également les Chinois qui, de par leur base et de par leur flotte également, font des petits entraînements à droite à gauche. Ce sont des entraînements, des simulations. Mais en réalité, on sait bien que c'est une façon de faire de la démonstration de gros muscles. Mais en réalité, quand on voit que, par exemple, la Russie, face à la situation, a conforté son soutien à la Chine, il y a quand même un élément qui... Alors, évidemment, les médias ne vous en parlent pas trop, il y en a qui ont essayé d'en parler un petit peu, mais de façon très vague. Certains experts, comme on les connaît, ont été dire que oui, mais non, en fait, les tirs qui ont eu lieu, c'est des tirs expérimentaux, mais en réalité, on n'est pas certain que la technologie est au point. Je veux parler des fameux missiles hypersoniques. Ces fameux missiles hypersoniques, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des missiles qui ont une capacité de pouvoir voyager à des vitesses très rapides, d'où leur nom d'ailleurs d'hypersonique, mais surtout parce que ce sont des missiles hypersoniques, ils ont un champ d'action équivalent aux missiles traditionnels. La seule différence, c'est qu'un missile traditionnel, pour pouvoir aller plus loin, est obligé d'aller en altitude pour ensuite redescendre, et forcément, de par ce procédé, sont très aisément et très facilement détectables. Or, les missiles hypersoniques sont capables de voler à une très très faible altitude. Et de fait, de par la courbure de la Terre, les systèmes de détection radar, au moment où le missile hypersonique arrive à basse altitude, dans la zone de détection de missiles, il est déjà trop tard. Le temps de réactivité, le temps d'action est beaucoup trop lent pour réussir à intercepter ces fameux missiles. Et c'est ça qui emmerde considérablement Washington. Parce que, comme je vous l'ai dit, si médiatiquement certains essaient de vous convaincre que c'est une technologie qui n'est pas encore très au point, qu'en réalité la Russie n'en est toujours qu'à des stades expérimentaux, ce n'est pas tellement l'avis du Pentagone. Le Pentagone, lui, a déjà averti la Maison-Blanche, a déjà averti Washington que les risques sont majeurs et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la capacité russe, sur le plan technologique, à pouvoir réussir à attaquer les États-Unis avant même qu'on ne s'en aperçoive. Alors évidemment, c'est une situation que l'on n'espère pas voir arriver. Mais néanmoins, ça fait partie de la stratégie, de la dualité, de la compétition entre ces deux pays. Parce que si la Chine, en effet, militairement, peut avoir une disponibilité en matière d'hommes considérable, le problème, c'est que la stratégie militaire chinoise est aujourd'hui dépassée par la technologie. Donc c'est pour cette raison que la Chine investit énormément pour développer des avions, des chars, des bateaux, une marine digne de ce nom. Mais la Russie, elle aussi, souvenons-nous, certains ont essayé de nous convaincre que la Russie a engouffré beaucoup de matériel dans la guerre en Ukraine, alors qu'en réalité, la Russie n'a pas investi un matériel de haute technologie ou un matériel de pointe dans ce conflit. Comprenons-nous bien, les Russes ne sont pas fous. Ils ne vont pas mettre dans un conflit leur dernier joujou militaire parce qu'ils peuvent être utiles à autre chose. Ce n'est pas comme nous, les Français, aussi crétins que nous sommes, nous fournissons à l'Ukraine des batteries
mobiles d'artillerie, qui sont les derniers modèles que nous utilisons. Tout comme les Allemands d'ailleurs, qui vendent du matériel. Au début, ils ont vendu du vieux matériel, là maintenant ils vont vendre donner du matériel plus récent. Comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné où il n'y aura pas assez d'Ukrainiens pour utiliser tout ce qu'on leur envoie. Encore cette semaine, je vous avais dit dans une précédente vidéo, toutes les semaines on envoie du fric et de l'armement, et pas encore cette semaine. Les États-Unis ont signé, je ne sais plus, 20 ou 30 millions de dollars pour l'Ukraine. Mais où va l'argent? Personne ne se pose la question. À quoi sert l'argent? Oh ben c'est pour acheter du matériel, pour aider les Ukrainiens. Ah bon? Excusez-moi, mais concrètement, personne n'a été faire des reportages pour voir, pour montrer, vous voyez, l'argent que l'on donne à l'Ukraine sert à aider les Ukrainiens, etc. Non. Oui, on vous montre des reportages avec des associations caritatives, etc. pour aider les Ukrainiens, mais avec tous les millions de dollars et d'euros qu'ils ont reçus, où est passé l'argent? Parce que le matériel militaire, ils l'achètent pas, on leur donne. Et ça, faut pas poser la question. Donc tout ça pour revenir à ce qui se passe à Taïwan. Donc Pelosi est en train de faire la gloire des États-Unis, comme quoi vous voyez, les États-Unis n'ont pas cédé aux menaces de la Chine. Oui, sauf qu'une fois quand Pelosi va repartir, ben, ils vont laisser quand même Taïwan. Alors comme je vous l'ai dit, Taïwan est un protectorat américain, mais le protectorat par principe correspond à un certain nombre de règles, à un certain nombre de situations et de principes. Si les Chinois réussissent à passer sous les radars de ces principes, les Américains n'auront aucune légitimité d'agir, d'intervenir, d'aider ou de soutenir Taïwan. Donc je vous invite à suivre un petit peu les événements, et puis je vais terminer par ceci. Regardez le rouble. Observez l'évolution du rouble sur un an, dans les différents sites que vous pouvez voir. Et vous allez vous rendre compte d'un truc très intéressant. C'est que finalement, ce que M. Le Maire nous avait dit, qu'ils allaient, avec l'Europe, mettre à genoux l'économie russe. Bouffon. Portez-vous bien, et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.